Bonsoir à toutes et tous. Je suis très contente de revenir sur les bancs de mon école, puisque c'est ici que j'ai passé mon diplôme d'architecte. Alors, pour faire cette conférence, on m'a demandé d'aborder plusieurs points pour vous aider à vous projeter, parce que ce qui est en jeu ce soir, c'est bien votre projection professionnelle, pour que vous sachiez vous engager et choisir votre parcours d'architecte, puisqu'on peut exercer de bien des façons. Donc il est vraiment ici question de posture. Je vais essayer de garder ce fil rouge ce soir, en commençant par un petit temps sur mon parcours professionnel, voilà, pour vous raconter une histoire et puis voir que vous aurez chacun la vôtre. Ensuite, il s'agira de parler des enjeux du conseil architectural. Qu'est-ce que ça veut dire de conseiller par rapport à un exercice plus traditionnel, on va dire, de maîtrise d'œuvre ou d'exercice libéral. Et j'aimerais aussi qu'on aborde l'évolution des pratiques professionnelles aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de changements à l'œuvre qui nous impactent, nous, dans notre métier, dans notre quotidien d'architecte conseiller, et qui impactent d'ailleurs aussi beaucoup les architectes en libéral. Voilà, et puis après, écoutez, je vous propose un temps d'échange, voilà, de questions, puisqu'apparemment, je n'ai pas la liste des questions, mais il y en a. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est spontanément, après, de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, comme moi, je m'en posais beaucoup à l'époque, avant de démarrer, en sortant de l'école, avant de démarrer ma vie professionnelle. Alors, mon parcours. En fait, mon parcours, il est assez, il est assez cyclique, puisque j'ai fait, pour l'instant, un parcours en 3 temps. Alors, qui sait, il y en aura peut-être d'autres. 3 temps avec 3 facettes du métier. Et tout ça pour vous dire qu'au tout début, je souhaitais... je pense faire un peu d'architecture intérieure, vaguement. Voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis architecte urbaniste et je gère ce CAUE de la Gironde dont je vais vous parler. Donc on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, même en rentrant à l'école. Donc ça, c'est un premier point. Et il faut faire confiance aussi à l'expérience au fur et à mesure de vos rencontres et de vos expériences. Voilà. Alors... au début, j'avais pas d'immersion préalable dans le milieu des architectes. Moi, j'ai grandi à la campagne, famille classique. Un bac scientifique, c'est souvent un parcours voilà, assez lambda. À l'époque, on appelait ça le bac S. Je vais faire ma petite vieille. Je sais que ça a changé. Voilà, j'ai passé mon diplôme en 99 ici. Donc voilà, j'ai 42 ans. Voilà, le temps passe. Et j'ai souhaité... Alors, je suis partie en Erasmus et je sais que de plus en plus, on le fait, ça devient même la donnée de base. Je suis partie 1 an en Allemagne et ça m'a complètement ouvert les yeux sur la vision de mon métier, la vision de mes études. Et notamment pour l'aspect pratique professionnelle, qui est là-bas beaucoup plus intégré. Donc, c'était à Stuttgart, précisément. Et en rentrant, j'ai souhaité faire un DESS d'urbanisme, c'est-à-dire compléter mon expérience sur ce volet. Alors urbanisme, un mot un peu flou au départ. L'urbanisme opérationnel, c'est les opérations d'aménagement, les quartiers que vous connaissez. Et puis la partie planification, qui n'est pas très sexy quand on en parle au premier abord, mais... qu'il s'avère nécessaire de connaître pour bien comprendre son métier d'architecte. Et j'insisterai beaucoup là-dessus ce soir. C'est sur votre ouverture aux autres disciplines. Un architecte se doit d'être très, très polyvalent. Ça, je pense que vous l'avez compris, rien que dans vos études. Alors, il y a aussi eu un petit déclic, c'est plus une anecdote, c'est comme une émotion à un moment donné où je suis allée à la chapelle de Ronchamp, de Le Corbusier, et en rentrant dans ce bâtiment, j'ai vraiment su que voilà, je voulais faire ce métier. Avec la lumière qu'il y avait ce jour-là, et puis voilà, une espèce d'expérience que j'espère vous vivrez chacun voilà, au gré des bâtiments que vous rencontrez. Donc c'est important de ressentir aussi ça, avant de faire ce métier, c'est sentir ce rapport à l'espace, qu'il vienne tôt ou tard, peu importe
mais c'est très important de se sentir porté. Alors ensuite, bon, une fois qu'on a son diplôme, tout le monde nous dit allez, il faut s'installer, faut fonder son agence. Alors à l'époque, bon, certains l'ont fait, j'allais dire une très faible partie d'entre nous, parce que beaucoup sont partis en agence. Moi, ça a été mon cas. Donc pendant 10 ans, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre en agence, plusieurs agences à Bordeaux, avec de très belles expériences, une confrontation à l'acte de construire, donc de la programmation à la réalisation, des chantiers, le relationnel sur le chantier, très important, parce qu'on développe aussi une dimension humaine. Et puis, assez rapidement, sur la fin de cette dizaine d'années, je me suis quand même posé beaucoup de questions, parce que, certes, c'est très formateur, et franchement, je vous invite à commencer par ça, vous frotter au chantier, à la réalisation, et pas qu'à la conception. Mais je me suis dit, à certains moments, il y a des incohérences. Il y a des incohérences, pourquoi je construis sur ce terrain-là, à cet endroit-là, avec ce programme-là. Et l'exemple, c'était une résidence senior. Vous savez, on en crée partout, un petit peu sécurisé, avec des barrières, parce que la crainte aujourd'hui, c'est d'être exposé. Et donc, il fallait enfermer ces personnes en âge de la retraite, qui étaient censées finir leur vie. Et on nous a proposé donc, un très magnifique terrain sur les coteaux de Nérac. Et là, un client qui voulait de la rentabilité. Et ça, vous savez ce que c'est, qu'on construise du logement ou d'autres équipements. On est de plus en plus pressé par les coûts et les délais. Et là, en l'occurrence, il fallait remplir un maximum un programme avec le plus de logements possible, reproduit, dupliqué, copié-collé. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas. Alors, le problème, c'est quand on est architecte en libéral, on a un client auquel on doit répondre, on est engagé, on a un contrat. Donc, évidemment qu'on n'est pas obligé de s'engager, mais vous verrez qu'il faut aussi vivre quand on s'installe. Et là, au départ, tout se passait bien. Puis, petit à petit, on a vu que ça ne collait pas. Et donc, il y a un moment, c'est en contradiction avec nos propres valeurs. Et là, du coup, je me suis dit, mais comment faire pour éviter cette banalisation du cadre de vie, parce qu'en gros, il s'agissait de ça. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter cette activité pour essayer autre chose en me disant, il faut que j'intervienne plus en amont. Intervenir plus en amont, c'est-à-dire quel programme et à quel endroit. Et ça concerne les maîtres d'ouvrage. Donc, vous savez ce que c'est qu'un maître d'ouvrage, celui qui commande un bâtiment, un équipement, un aménagement. Et l'idée, c'est d'intervenir vraiment en amont pour aider à la décision. Du coup, on n'est plus en position de création, mais de conseil, d'accompagnement. Et donc, c'est là que je suis entrée donc, au CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est un nom un peu long, de la Gironde, en 2009. Et pendant 2 ans, j'étais archi-conseiller. Voilà, archi-urbaniste conseiller. Donc, je vous en parlerai après. Je vous parlerai de nos missions. Donc là, on était bien sûr en amont, aider à définir des besoins. On touche plus à la programmation. Identifier le bon terrain, parce que parfois les élus se lancent à tout va sur un terrain, alors que ce n'est pas forcément le plus judicieux, le mieux placé. Choisir aussi, les aider à choisir les bons professionnels et à ne pas vouloir faire tout seul en régie, parce que parfois c'est le réflexe. Et même pour les aménagements paysagers, je tiens à le dire, parce qu'on aurait tendance à se dire, on va faire tout seul avec notre personnel en mairie. Voilà, donc ça, c'était... Mon objectif, c'était comment créer les meilleures conditions d'émergence de projets architecturaux, paysagers, peu importe, de qualité, puisque c'est quand même pour ça qu'on a fait ces études. Donc voilà, et là, ça a été vraiment le passage. Alors je prends le temps de vous en parler parce que c'est vraiment important de prendre conscience de ça et surtout de vous poser les questions avant de choisir votre voie professionnelle sur ce qui vous attire et ce qui vous fait envie. Et puis en 2011, j'ai pris la direction de cette structure où nous sommes donc 30 personnes
Bon, c'était pas prévu, pas de carriérisme dans l'histoire. Voilà, c'était une opportunité. Donc, j'ai changé un peu de job, hein, on peut le dire, parce que c'est beaucoup de management. Mais je garde cette activité de terrain. Et c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je viens vous en parler ce soir. Et donc, l'idée, quand on dirige des architectes, des urbanistes, des paysagistes, et donc un certain nombre d'égos, quelque part, c'est de mobiliser toute cette énergie en utilisant la pédagogie, en faisant de la prospective. Ça, c'est très important, arriver à se projeter, à expérimenter. C'est le lieu pour le faire au CAUE, avec la chance d'avoir ces 29 personnes autour de moi. Donc, si je devais résumer ce parcours, pour moi, c'est vraiment un engagement militant. Voilà, c'est comme ça que je résume cette trajectoire qui n'est pas finie. On verra bien ce que donne la suite. Mais on voit bien qu'on peut passer plusieurs étapes dans sa vie. On n'est pas, vous n'êtes pas destiné à n'en exercer qu'une. Ça, c'est une question de choix. Et puis là, récemment, imprévu aussi, je m'improvise maître d'ouvrage, puisque pour le CAUE, nous construisons notre nouveau siège qui est donc livré à la fin du mois. Donc je vous invite à venir, attendez encore un petit peu. Nous sommes dans les finitions et les opérations de réception. Mais là encore, une nouvelle expérience en tant qu'architecte. On se dit, bon, c'est bon, j'ai déjà fait de la maîtrise d'œuvre, je devrais m'en sortir. Et là, je vous avoue que je suis un peu tombée des nues, parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est encore une autre manière de toucher la qualité architecturale, parce qu'il y a une forte prégnance de la responsabilité. La responsabilité qu'on endosse et qu'on n'a pas en tant qu'architecte habituel, classique. D'abord en termes de gestion d'argent public, ça c'est énormément de stress, parce que vous avez en charge une somme à ne pas dépasser, c'est l'argent du contribuable. Et puis aussi en termes d'impact sur le cadre de vie, d'exemplarité. Le CAUE se veut donner le bon exemple de tout ce qu'on conseille toute la journée aux élus. Il faut qu'on puisse aussi le montrer. Donc il y a un fort enjeu là-dessus, sur le volet pédagogique. Et puis il y a une chose qu'on abordera aussi, et qui, je pense, qui vous touchera dans votre futur, c'est la qualité d'usage. Parce nous, on va vivre dans le bâtiment, les 30. On va vivre dedans et on y est beaucoup plus attentif. J'y suis beaucoup plus attentif que je ne l'aurais été avant. Qualité d'usage et de fonctionnement après la livraison. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prévoir un espace, mais être sûr qu'on vive bien dedans et qu'on se l'approprie. Donc si on résume tout ça, on va sortir de mon cas personnel. Ce qui est important pour vous, c'est de vous, je le répète, de vous demander quelle sera votre satisfaction ou quelle est votre satisfaction. Est-ce que c'est être utile ? Échanger, il y a une notion de don de soi, de générosité. Est-ce que c'est voir les gens contents, heureux d'être dans un de vos bâtiments? Ou est-ce que c'est créer, laisser une trace? Est-ce que ça touche un peu l'ego aussi, la créativité? On aborde des questions un peu existentielles, mais c'est important de vous les poser parce qu'on n'exerce pas de la même façon selon ses goûts. Donc tout au long de votre carrière, je vous invite à vous poser la question qu'est-ce qui fait que je me lève ce matin et que je vais faire ce job, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi? Toujours garder du sens. Voilà. Donc, si maintenant je vous dis quelques petits mots sur le CAUE. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parce que ce n'est pas si connu que ça. Les conseils d'architecture sont des associations créé on a fêté nos 40 ans cette année, donc c'est issu de la loi sur l'architecture de 1977 qui a permis aux départements de créer ces CAUE. Donc il y en a presque dans tous les départements, il y en a 92 en France, mais pas partout. On vient juste de créer celui de la Vienne, par exemple, parmi nos voisins. Et l'idée de base, c'est tout le monde a le droit à un architecte. Parce qu'à l'époque, le seuil était de 170 mètres carrés, maintenant abaissé à 150, au-delà desquels on devait prendre un architecte pour toute construction. En dessous, on faisait comme on voulait. Et donc les CAUE ont été créés à l'origine pour que tout le monde ait droit à un conseil gratuit, j'insiste, gratuit, d'architectes et bénéficie de conseils, on va dire, de qualité.
Alors, comment c'est financé un CAUE? C'est par la taxe sur les permis de construire. Donc avant, on payait la TD-CAUE, taxe départementale, puisque c'est le département qui nous crée, qui la perçoit, la taxe, et qui nous la reverse. Maintenant, vous trouverez le terme taxe d'aménagement, peu importe, c'est toujours la même histoire. C'est prélevé sur les permis de construire neufs. Voilà, et donc on a un lien direct avec le citoyen qui, construisant, a droit naturellement à un conseil d'architecte. Sauf que ça n'est pas forcément su. Donc notre gros challenge, on l'a vu ce matin, puisqu'on avait notre conseil d'administration, où Delphine d'ailleurs était présente, en tant que représentante de l'école d'archi. Donc il y a vraiment un enjeu de communication pour nous. On sait qu'il faut absolument en parler toujours plus. Et vous êtes aussi les architectes, les professionnels, futurs professionnels, vous êtes aussi ces relais, sachant que vous allez le voir, on est là vraiment en complémentarité de l'activité libérale ou des activités du secteur privé. Alors, si je vous montre une petite diapo, au CAUE, donc nous sommes une asso, donc on n'est ni maître d'ouvrage ni maître d'œuvre. Hein. Bon, je ne peux pas me mettre dans une case ni dans l'autre. On assiste, on essaie d'accompagner la maîtrise d'ouvrage, mais on est entre les deux. Et nous sommes 30. Alors, il y a 6 collaborateurs en activité support, hein, graphistes, comptables, chargés de communication, etc. Et ensuite, on a tout un staff de conseillers avec 12 archis. Alors, vous avez vu que j'ai volontairement mis toutes les compétences parce qu'on a beaucoup de double casquettes. Et ça, j'insiste. Si vous avez l'occasion d'être architecte et quelque chose, c'est super. Franchement, moi, dans mes recrutements, je m'appuie énormément là-dessus. Donc, on a 12 archis, mais dont un est paysagiste, l'autre est ingénieur en énergie, d'ailleurs sorti de l'école d'archi aussi de Bordeaux, un archi-urbaniste, on a un urbaniste géographe, etc., paysagiste, urbaniste, enfin bref. Toutes les combinaisons sont possibles. On en a même un qui est archéologue. Alors, c'est pas ce qu'on cherchait, mais ça a été le petit plus au recrutement. Et toutes ces compétences mélangées, avec ingénieur écologue, conseiller phytosanitaire pour la santé des arbres, et une médiatrice culturelle, récemment, font notre équipe et font son atout. Alors, vous verrez à la fin, en partant, vous pourrez vous servir. Je vous ai apporté différentes plaquettes pour vous montrer ce qu'on fait, parce que on a plusieurs missions et on a plusieurs publics. Donc, la première, la plus connue, c'est celle du conseil aux particuliers, conseil à l'habitant, dans nos permanences. Donc, je vous ai mis la carte pour vous montrer qu'on se déploie un maximum. Et on est un des CAUE, qui a la chance de pouvoir en avoir autant, parce que c'est lié en gros à la construction. Donc, plus ça construit, plus le CAUE a de moyens. Donc, autant vous dire qu'à Bordeaux, ça va très bien. En Creuse, il y a beaucoup moins de budget. Hein. Nous, c'est 1,9 million de budget, et la Creuse, c'est 150 000 euros. Voilà, donc on ne fait pas la même chose, pourtant on a les mêmes missions. Alors, nos missions, c'est selon nos publics. 3 publics, 3 approches, 3 postures. Très concrètement, ça ne s'adresse pas de la même façon, selon qu'on parle à un élu, un habitant, ou les enfants, et en tout cas les scolaires, puisque maintenant on va même jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc nos missions, vous verrez dans la loi de 77, qui définit les CAUE, il y en a 4. Alors, le conseil aux habitants, donc ce qu'on appelle le conseil aux particuliers. Donc là, pareil, des petits flyers que je vous laisse. Donc l'idée, c'est qu'on reçoit gratuitement dans ces permanences tous les habitants qui le souhaitent pour parler de sujets alors très variés. Ça peut être aménager un garage surélevé, ça peut être je ne comprends pas mon PLU, j'ai un problème avec mon voisin, il y a un arbre sur la clôture. Ça peut être voilà, beaucoup de sujets, sachant que on ne fait pas de plan. Donc là, je rentre vraiment dans le concret, hein, puisqu'on ne fait pas de maîtrise d'œuvre.
la maîtrise d'œuvre vit de cette activité, donc il est hors de question de faire de la concurrence. Par contre, on incite fortement à se rapprocher du métier d'architecte. On leur fait prendre conscience que tout ne s'improvise pas. Voilà, si jamais on vient nous voir pour un mur en mauvais état, on va leur conseiller de solliciter un expert. Voilà. Et puis bien souvent, dans ces permanences, on parle aussi budget. Alors ça, c'est une réalité. Moi, en sortant de l'école, on était un petit peu à l'ouest quand même. Et je vous invite à aller en agence pour ça, rien que pour ça. C'est pour prendre la connaissance de la réalité des choses. Alors peut-être que ça a évolué à l'enseignement entre-temps, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon chantier, un bon projet à chiffrer et puis à tester sur la fin du chantier. Donc voilà, on aborde souvent cette question. Ils arrivent en disant, voilà, je voudrais une maison de 150 mètres carrés, mais bon, j'ai 80 000 euros, j'ai 100 000 euros. Voilà. Donc parfois, il y a un décalage terrible et on leur dit, oui, il y a les travaux, mais il y a aussi le reste. Avez-vous pensé à tous les frais, hormis l'achat, évidemment, d'un terrain ou d'une construction, mais des frais annexes, de concessionnaire, de géomètre, enfin, j'en passe. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'équilibre financier, ce qui ne nous empêche pas de parler d'architecture. Je ne veux pas vous dégoûter, mais non, c'est juste pour dire qu'il faut être très, très pragmatique et très concret. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, pour le coup, il y a une vraie utilité à conseiller. Et puis, les gens peuvent revenir nous voir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça, c'est une première mission. Ensuite, on travaille aussi avec les élus. Donc, là aussi, je vous ai mis une petite plaquette qui est un peu plus conséquente. Les élus, c'est les communes. Les communes, les communautés de communes. On travaille avec eux sur leurs bâtiments communaux, des logements, écoles, tous les équipements publics, mairies, salles des fêtes, médiathèques, etc. Donc je pense que vous en avez déjà abordé dans le cadre de vos études en termes de programmation, pour faire des projets. Nous, on aide ces communes à bien écrire leur programme, justement, pour que vous puissiez derrière avoir des données réalistes, parce que parfois la tentative de l'élu, c'est pour un budget donné d'augmenter la complexité ou d'en demander toujours plus. C'est la tentative pour que les administrés soient le plus satisfaits possible. Donc voilà, il y a tout ce travail, donc, tant sur l'architecture, le bâtiment, que sur l'urbanisme, sur la planification, les SCOT et les PLU. Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, si vous avez eu quand même quelques notions là-dessus, je pense. Je pense notamment aux PLU. Voilà, on les aide à bien les construire et à être compréhensibles, parce que c'est quand même un sacré jargon, les PLU. On a beaucoup de mal parfois à les comprendre. Ensuite, on travaille toujours avec eux, mais sur de la formation. Je vous explique vraiment toutes les facettes d'exercice. La formation, c'est former sur bien rénover son bâtiment, rénover architecturalement et énergétiquement, ne pas s'arrêter qu'à des contingences techniques. Ça va être l'architecture bois, ça peut être aussi aménager son cimetière, enfin, vraiment toutes les thématiques qui touchent la commune. Et puis, en dernier, et c'est la petite plaquette là avec le couteau et la fourchette et la cuillère, ce sont les menus du CAUE. C'est ce qu'on propose aux enfants, jeunes publics, dans les écoles. Alors, je le répète, de la maternelle au lycée, voire maintenant au supérieur. Évidemment, on n'intervient pas de la même façon. Mais là, je pense qu'il y a un vrai sujet pour vous aussi, un vrai sujet d'avenir. On en parlera après, dans les enjeux de demain. Parce que c'est les enfants qui sont les meilleurs ambassadeurs, ce sont de futurs habitants, et ils sont très à l'écoute, ils ne sont encore pas complètement formatés, j'allais dire, et donc en général, ils sont très très réceptifs, et ils nous surprennent. Donc là, il y a une activité qui se développe petit à petit, mais qui reste encore très timide en France. Le colloque Arc en Rêve récemment sur partager l'architecture avec les enfants l'a démontré. Il y a de nombreuses initiatives, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail.
Et on va en parler, je pense que ça peut être une activité, une pratique professionnelle. Ça peut être une perspective. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le CAUE. En quelques mots, parce que voilà, j'essaie de condenser pour vous donner juste les facettes d'exercice. Et vous avez bien compris qu'à chaque fois, on ne va pas s'exprimer de la même façon ou utiliser les mêmes documents. Donc si maintenant je rentre un peu plus sur le conseil architectural, qu'est-ce qu'un architecte conseille et quelles compétences on attend? Alors je le répète, on est bien sur l'amont. L'amont, ça veut dire avant de concevoir. Donc il faut bien savoir que quand on arrive au CAUE, mais dans d'autres structures de conseil, je pense que c'est pareil, on n'est pas là pour créer des projets. Et donc, voilà, c'est une question fondamentale. On est là pour aider à faire émerger ces projets. C'est-à-dire que l'enjeu, je le répète, de la créativité et de l'ego, c'est pas le centre. C'est pas l'objet. Voilà. Donc, quand on recrute, nous, des archi-conseils ou n'importe quel conseiller, on questionne énormément ce point-là. C'est que certains architectes souhaitent intégrer, par exemple, nos structures. On leur pose la question, est-ce qu'ils sont prêts? Alors, ça dépend du cadre de recrutement. Si c'est un temps plein, temps partiel, est-ce qu'ils sont prêts à renoncer, par exemple, à un exercice libéral? Voilà. Tout peut s'expliquer, mais c'est important de se poser ces questions-là. Ou est-ce qu'ils souhaitent garder les deux? Voilà, c'est aussi envisageable. Enfin, pourquoi ils viennent chez nous? Donc, dans les critères de recrutement, moi, je vais vraiment regarder ça autant que le diplôme, la compétence, etc. Donc, pas de maîtrise d'œuvre. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut vous dire qu'on est vraiment sur de la stratégie aussi. Ce n'est pas une vision pour un projet. On essaie toujours de se projeter dans la durée, notamment pour les communes. Essayer de voir un peu plus loin que la construction d'un bâtiment, parce que ça s'insère dans un quartier, même pour l'habitant. L'habitant, les particuliers, on essaie toujours de recontextualiser dans leur vie. Souvent, on se rend compte dans nos permanences, on fait même du social, on rentre dans la vie des gens, quoi. C'est humainement très, très enrichissant. Alors, on attend en compétences, évidemment, au-delà du diplôme, la connaissance des réglementations, autant appliquées à la construction qu'à l'urbanisme, parce qu'un architecte conseiller va devoir lire des PLU, interpréter des PLU, faire des propositions, parce que l'archi-conseil ne travaille pas qu'avec les habitants, vous avez vu, il travaille aussi avec les élus. Bon. Donc il y a une passerelle indispensable. D'où, je lance la perche, Archi-Urba, c'est pas mal. Une bonne connaissance des démarches de qualité environnementale. Alors, certes, il y a un effet de mode, mais je pense qu'on est là maintenant au-delà de l'effet de mode. C'est que c'est devenu un élément déterminant et qu'il ne faut plus voir comme une contrainte, mais je pense comme un atout de projet. Le fonctionnement des collectivités territoriales et locales. Alors, on sort de l'école, on ne connaît pas trop, mais très rapidement, c'est quand même bien de savoir comment fonctionne. Je vous parlais des communes, des communautés de communes, qui a quelles compétences, puisque les lois récentes ont réparti les compétences, qui gère quoi, voilà, pour savoir où on met les pieds quand on rencontre un élu en responsabilité. Qu'est-ce qu'un adjoint à l'urbanisme, qu'est-ce qu'un adjoint à la culture, essayer de rentrer un peu plus dans le détail, donc se renseigner. Voilà, et puis les outils et documents d'urbanisme, j'en ai parlé. Ça, c'est pour les compétences, les connaissances. Pour ce qui est des qualités qu'on va vraiment regarder de près, c'est savoir travailler en équipe. Alors, je le mets en premier, celui-là, parce que on peut avoir la tentation, quand on est architecte, d'être assez autonome. Voilà, puisqu'on nous dit qu'il faut tout savoir, il faut savoir tout faire, tout gérer. Or, vous le savez, qu'on exerce en libéral ou en conseil, peu importe, on est amené à travailler en équipe. Vous savez bien que maintenant, les procédures, les concours, les MAPA, enfin, toutes ces procédures-là vous disent il faut un bureau d'études, il faut un acousticien, un thermicien, etc., paysagiste. Donc ça, c'est la première chose, c'est savoir être à l'écoute, travailler et coproduire. Donc ça veut dire s'ouvrir
connaître, accepter le compromis. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Créativité, initiative, ça paraît un peu tarte à la crème, mais non. Parce que chez nous, l'expérimentation prend de plus en plus d'importance. Donc nous, il faut qu'on défriche des sujets, il faut qu'on soit un peu en avance sur les questions que vont se poser les élus pour essayer de les guider. Donc il y a ce côté très initiative que j'attends, et je sais que dès qu'on me propose au sein de l'équipe, c'est très ouvert. J'écoute toujours très attentivement, et c'est très rare que je refuse qu'on parte sur une idée à explorer, ou une manière, ou une nouvelle méthode pédagogique, ou un nouveau thème. Donc ça, c'est important. Le sens du dialogue et de l'écoute. Alors ça, on va l'aborder aussi, c'est la posture de l'architecte, c'est le regard sur les architectes, c'est comment se faire comprendre. Quand on arrive au CAUE, moi la première, je suis passée par là quand je suis rentrée archi-conseil, il faut descendre un peu de son piédestal d'archi, quoi. Voilà, il faut le dire, c'est-à-dire qu'on a notre jargon, on a un diplôme, c'est un bel aura et c'est très bien, c'est une grande richesse. Mais parfois, il faut aussi arriver à se faire comprendre. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est juste une histoire de posture. Être à l'écoute, savoir s'exprimer avec un élu d'une façon, avec un enfant. Ça s'apprend. Voilà, puis savoir bien écrire, bien dessiner, ça paraît évident, mais on utilise tous les moyens pour s'exprimer. Hein. Donc, la production graphique est aussi très importante. Voilà. Donc, on recrute effectivement, on l'a renouvelé en 6 ans. Il y a eu 15 recrutements chez nous, puisqu'on avait une équipe qui était, pour beaucoup, en fin de parcours. C'est-à-dire que les CAU ont 40 ans, des archi-conseils sont rentrés à ce moment-là. On arrivait en fin de carrière. Donc, ça a été une formidable opportunité aussi pour renouveler l'équipe. On accueille aussi des stages d'architectes régulièrement, parce que c'est intéressant pour nous, pour eux. Hein. Là, récemment encore, on avait quelqu'un de l'école qui a travaillé sur des fiches affiches pour communiquer auprès du grand public. Donc, c'était très intéressant, sur les livres, plaquettes, expos, etc. Voilà. Donc, je résume rapidement les compétences attendues en termes de savoir-être et de connaissances. Et ensuite, Delphine m'a posé la question de la perception des architectes par les maîtres d'ouvrage. Donc, j'ai commencé à l'aborder. Il y a 2 niveaux. Les maîtres d'ouvrage publics, les élus principalement. Alors, ce qu'ils voient en nous, parce qu'on vient de faire une grande enquête au CAUE, donc ça tombe bien, on a eu beaucoup de retours. On a fait des entretiens avec des élus, des partenaires, puis on leur a demandé comment ils percevaient le CAUE, les archis notamment, et puis ce qu'ils en attendaient. Donc les maîtres d'ouvrage publics, ils voient vraiment un véritable atout dans l'architecte conseiller, c'est le médiateur, le facilitateur, dégoupilleur, enfin, vous prendrez les termes que vous voulez, mais c'est aider à faire émerger une question, à dépasser des incompréhensions. Il y a une histoire de traduction, de reformulation, donc ça c'est très important. Et ce rôle de médiateur, il est très valorisant quand on sent qu'on arrive à faire avancer des idées. Le rôle d'expert aussi, très clairement, on nous dit c'est vous qui savez, hein, c'est vous qui avez la connaissance, nous ne sommes que des élus, chacun son job. Donc ça, aucun problème. Là où on a un petit bémol, c'est parfois les élus nous reprochent de ne pas être assez impliqués. Alors quand je dis nous, c'est les architectes en général, les architectes auxquels ils recourent pour leur bâtiment, en maîtrise d'œuvre. Pas assez impliqués dans le fonctionnement ultérieur, la maîtrise d'usage et le coût de fonctionnement. C'est-à-dire que souvent, on fait son projet, il a un coût de réalisation, on le maîtrise, mais on ne pense pas forcément à la suite, et je l'ai abordé au tout départ sur la qualité d'usage. Donc ça, c'est un reproche qu'on peut faire aux architectes, de la part des maîtres d'ouvrage publics. Et puis, le fameux jargon de l'architecte, parfois ils nous disent, on ne comprend pas trop vos termes, c'est un peu abstrait.
Donc c'est très important de se rendre accessible et compréhensible. Donc je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. Les maîtres d'ouvrage privés, il y a une petite nuance. Ça, on le voit, moi quand je vais en permanence sur le terrain voir mes archis, j'écoute, j'observe. Et on voit qu'il y a une espèce de fascination pour le métier d'archi qui perdure. Donc, tant mieux. Voilà, je pense que ça traverse les âges et donc c'est bien. La connaissance aussi, vraiment, il y a un grand respect. Si l'architecte a dit, c'est que, voilà, on remet pas en question. Mais c'est encore perçu comme une activité élitiste. Élitiste parce que ça coûte cher. On a des a priori. Ça coûte cher de prendre un architecte. Alors nous, notre travail au CAUE, c'est de détricoter tout ça, de leur expliquer qu'il y a un coût, mais que derrière, on fait aussi des économies sur le chantier. Et parfois, le mode d'expression, je l'ai dit, on n'est pas toujours facile à comprendre. Bon, c'est une petite habitude à prendre. Alors, Élodie, pardon, oui. Est-ce que tu peux préciser, les maîtres d'ouvrage privés, c'est essentiellement les particuliers ou est-ce qu'en face de toi, tu as aussi peut-être des promoteurs Alors, ouais, nous, la principale cible, enfin, les gens qui viennent nous voir, ce sont des particuliers, parfois des syndics de copropriété qui sont assemblés autour d'un bâtiment. Les promoteurs, c'est plus rare. Alors, certains CAUE travaillent un peu avec eux, mais j'allais dire les promoteurs sont souvent plus au courant ou aguerris ou équipés dans des grosses structures. Par contre, il nous arrive de voir des déçus des constructeurs. Donc là, je tire la sonnette d'alarme. Parce que c'est quand même un... Alors, je connais des constructeurs, il ne faut pas caricaturer... Mais quand même, on voit arriver de gens en permanence qui ont eu une expérience, un loupé, procédure, contrat, etc., ou qui se retrouvent avec une maison. Certes, c'était pas cher, mais bon, 3 petits points. Je ne vais pas pas vous développer la suite. Donc voilà, on a aussi beaucoup Ouais, alors on revient, c'est sûr que ce sont des particuliers qui viennent parfois avec leur architecte et c'est super et tant mieux. Nous, on ne demande que ça parce que je pense que du coup, on gagne du temps, ça permet de dialoguer plus facilement. Voilà, mais c'est principalement ces gens-là qu'on touche. Voilà, n'hésitez pas à poser une question si jamais. Voilà. Donc, je voulais deux exemples par rapport à la notion de l'expression. Et comment communiquer vers le grand public, comment rendre accessible l'architecture. Nous, il y a 2 choses sur lesquelles on s'appuie. D'abord, il y a une émission sur la radio France Bleu qui s'appelle Les Experts et où on intervient 1 fois par mois, tous les 2 mois, sur un thème. Et on se rend compte que, c'est un thème... construire une piscine dans son jardin, comment poser un permis de construire, enfin c'est des thèmes très précis et les auditeurs appellent et on répond en ligne. Et c'est fou comme ces émissions derrière déclenchent des appels chez nous. Donc il y a un vrai besoin, et puis c'est une manière de se faire connaître. Et là encore, il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Enfin c'est simple, c'est comment se faire comprendre. Puis un deuxième exemple, l'Observatoire Curiosité. Alors, c'est un observatoire qu'on a créé parce que lors des permanences pour les particuliers, souvent on nous disait vous n'auriez pas un nom d'architecte ? On ne donne pas de nom d'architecte. Nous, on ne peut pas favoriser une agence plus qu'une autre. Par contre, les gens, ils arrivent avec parfois des revues. Je veux ça, plus ce qu'il y a dans LDéco, plus, etc. Bon. Et donc, on leur dit, on a créé cet outil où vous avez 300 références en ligne, dont une majeure partie sont des maisons, de l'habitat en Gironde. Parce qu'on a voulu aussi mettre en avant la qualité locale. Il y en a marre d'aller prendre des exemples en Bretagne ou à Paris ou je ne sais où. L'idée, c'est que dessus, vous avez des indications, une petite fiche d'identité, tout simplement, le coût, la surface, mais aussi une description avec des plans, des explications, apprendre à lire un bâtiment. Voilà.
Donc cet observatoire, il est raccord avec, il y a un observatoire des CAUE qui existe aussi sur toute la France. Mais là, vous avez au moins des exemples locaux. Et la deuxième partie, ce sont des équipements publics, justement. Mairies, écoles, médiathèques, etc. Pour dire aux maires, voilà, vous vous lancez sur telle programmation, sachez qu'il y a des équivalents dans le coin, vous pouvez rencontrer vos homologues, on donne toutes les infos pour qu'ils puissent après les contacter eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un moyen d'aller vers les gens, d'aller aussi vers les élus, pour parler d'architecture. Et eux-mêmes feront leur choix et iront l'explorer. Alors, c'est là qu'intervient le film. Alors, le label Curiosité, c'est un prix d'architecture. Alors, des prix d'architecture, il y en a déjà. Il y en a déjà, que ce soit à Paris, au niveau de l'Ordre des Archis, la Maison de l'Archi, bon voilà. Mais si on analyse bien, les grands prix d'architecture, c'est souvent entre soi. C'est-à-dire, entre architectes, on se récompense, les projets sont de qualité, je n'en doute point, ce n'est pas la question. Par contre, le grand public, là-dedans, est-ce qu'il est vraiment impliqué? Donc, on a décidé de lancer ce prix il y a 3 ans. L'idée, c'est que le petit teaser va vous montrer. On choisit 15 ou 16 jurés qui candidatent. Alors, il faut qu'ils indiquent leur motivation. Alors, on peut avoir des retraités, des étudiants, enfin vraiment de tous horizons. Et ce sont ces personnes qu'on emmène visiter des réalisations, donc des maisons, là en l'occurrence, et qui vont voter, élaborer eux-mêmes les critères de jugement, voter et choisir la meilleure maison à leur sens. Et alors là, je peux vous dire qu'on est tombé des nues parce qu'on se dit, nous, on est exigeants, architectes, on va regarder l'intégration, la fonctionnalité, etc. Bon, l'aspect technique. Et en fait, ces personnes-là nous ont démontré que la relation à l'extérieur, le fait qu'on soit à l'aise dans une maison, la fonctionnalité et pas seulement la façade était important. Et donc ils étaient, je trouve, au final plus exigeants que nous ne l'aurions été. Voilà. Donc je vous montre juste un petit clip. C'était le teaser pour inviter les gens à participer. Et donc là, on n'est plus du tout dans le discours un petit peu officiel, on a changé de registre. Voilà. Salut bande de curieux. Avec le tuto, on apprend en s'amusant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est le label Curiosité du CAUE. Il vous faut un CAUE, 16 jurés, un bus, une souris, de la curiosité. Là, juste là. Mais c'est quoi le CAUE? C'est très simple, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bonjour environnement. Et c'est quoi le label Curiosité? Tu prends 16 jurés, tu les mets dans un bus, ils visitent 6 architectures contemporaines en Gironde et après ils en débattent. C'est vraiment super. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je te jure, on passe un bon moment. Et comment on fait pour participer? Voilà, c'est super simple. Tu t'inscris en ligne et si t'es sélectionné, tu montes dans le bus. Bon. L'inscription en ligne, c'est au stade expérimental, mais je te jure, c'est très très prometteur. Voilà, tu sais tout sur le label Curiosité du CAUE. Et ça fait 2 ans que ça dure. Partage, voyage, curiosité, je vous aime. Voilà, c'est un petit moment ludique. Mais on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir. Voilà. Donc j'ai aussi l'autre clip de cette année qui reprend Catherine et Liliane. Voilà. Donc on pourra le regarder, à moins que vous vouliez le regarder maintenant ou plus tard. Bon, l'idée, c'est juste pour vous parler de comment s'exprimer. On peut prendre des libertés. Et puis, sur le ton de l'humour, on peut faire passer des messages. Hein. C'est pas parce que c'est simple et rigolo qu'il n'y a pas de message, au contraire. Et on a eu énormément de candidats.
Voilà. Donc, quand je dis énormément, plus de 70 pour les 15 places. Donc, on ne s'attendait pas, on s'attendait pas à ça. Bon, petit intermède. Je vais revenir à des choses un peu plus classiques. Troisième temps, l'évolution des pratiques professionnelles aujourd'hui. Vous l'avez compris, le CAUE intervient donc entre l'amont jusqu'à la construction. Hein, c'est une longue chaîne. Donc on a vraiment un rôle d'observatoire aussi de la commande et du processus de projet dans cette chaîne de décision. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un retrait clair de l'État. Vous l'entendez partout. Montée en puissance du rôle des élus locaux qui se retrouvent avec des compétences à gérer et puis de moins en moins d'argent, faut quand même le dire. Les changements de rapport entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, moi je les trouve assez importants. Le métier d'architecte évolue. Et pourtant, moi ça fait, j'ai 10 ans de maîtrise d'œuvre et ça fait même pas 20 ans que je suis sortie de l'école. Je trouve qu'il y a une complexification importante des normes, des réglementations, qui double, je caricature, mais qui double le temps de travail. Ça, c'est clair, pour des honoraires identiques. Voilà, donc c'est quand même un point, je trouve, très très important. Et je pense qu'il faut que notre profession soit bien défendue pour que les architectes et les professions de l'aménagement aient les moyens aussi de produire leurs études et leurs projets. Donc ça, c'est une chose que je vois se tendre, même quand on accompagne des élus qui ont des budgets très tirés et qui voudraient, et qui d'ailleurs ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Il faut appliquer des réglementations. Et puis, ce que je vois aussi, c'est une tentation dans cette jungle de la construction et de l'aménagement, tentation de l'hyperspécialisation des archis ou des agences. On va faire de l'hospitalier, on fait des écoles, enfin voilà. Alors que la force de l'architecte, pour moi, elle réside dans son approche vraiment transversale. C'est vraiment important de pouvoir garder la main sur des programmes différents, activités différentes, parce que effectivement, on se spécialise, on peut être plus facilement identifié, mais on peut être vite enfermé ou étiqueté. Donc, si vous avez une envie d'évoluer dans votre vie, de tester plusieurs choses, gardez toujours en tête, de garder autant de commandes privées que publiques si vous faites du libéral, ou en tout cas de garder plusieurs cordes à votre arc, d'où, je le répète, la formation initiale et pourquoi pas les doubles, triples casquettes. Enfin, vous voyez, mais on ne fait pas tout non plus en sortant de l'école, on peut se former au fur et à mesure de son expérience. Moi, j'ai des gens au CAUE qui se sont formés à 40, 45 ans, passer un diplôme. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'observe. Et puis, je vous montre juste une diapo, alors, qui est un extrait de notre enquête, retour d'enquête, qui fait émerger les difficultés que les élus ont évoquées. Actuellement, on leur a demandé quels sont les problèmes que vous rencontrez. Et vous voyez quand même que c'est très vaste. Et on voit que les services publics disparaissent dans certains secteurs. Alors j'ai la souris ici. Vous voyez, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'organisation territoriale, et puis après la gestion publique liée à l'argent public. Et on voit quand même qu'il y a des choses qui nous concernent, nous architectes, notamment l'étalement urbain, mitage des parcelles agricoles, c'est comment se reconcentrer, se resserrer sur le centre-ville. La division parcellaire, vous savez, le BIMBI dont on a beaucoup parlé. Donc oui, ça peut être bien de rediviser pour aller dans le sens de densifier, mais attention à la qualité de vie que ça engendre, aux problèmes de proximité, de voisinage, d'équipements qui vont manquer dans les communes, de réseaux, enfin voilà, des choses comme ça. Vous avez aussi, je descends un peu plus bas, la dégradation des paysages, la préservation du patrimoine, c'est ce qui remonte de la part des élus. Ils sont très conscients de ça. Même s'ils ont en main cette gestion, ils ne maîtrisent pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à assumer.
Et puis l'ingénierie publique existante, on en a parlé ce matin là, dans notre conseil d'administration. Ça, nous, on en fait partie de l'ingénierie. Clairement, c'est tout ce qui peut aider les communes dans leur projet d'aménagement du cadre de vie. Et donc là, on est un certain nombre d'acteurs. Je pense pas toujours suffisamment, mais en tout cas, on ne travaille pas forcément toujours bien ensemble. Enfin, en tout cas, c'est un des chantiers qu'on essaye de faire pour que les communes, les particuliers, les gens nous connaissent. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, c'était juste pour vous dire que c'est vraiment une remontée du territoire. Donc, si il y a des champs à investir pour la suite pour vous, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aller à la rencontre du jeune public. Donc ça, je pense que c'est très important. Les habitants, il n'y a pas que dans les écoles. Donc soit via votre activité professionnelle. Alors, il y a des CAUE, mais vous savez qu'il y a le DIE, mais médiation architecturale, qui a pris naissance au sein de l'école. En fait, l'idée, c'est d'arriver à proposer des méthodologies dans votre... quand vous répondez à un concours, par exemple, ou un projet d'école, de médiathèque, c'est d'intégrer, de proposer dans votre méthodo des phases d'animation auprès des futurs usagers, riverains, habitants. Ça, c'est essentiel. Il y a des agences qui, de plus en plus, se positionnent là-dessus et qui font qu'elles se différencient des autres concurrents. Donc ça, c'est un premier champ à investir dans l'activité professionnelle dont on vit. Après, l'engagement bénévole, bien sûr... ça, c'est toujours bienvenu, mais encore faut-il le pouvoir. Vous avez les maisons de l'architecture, des assos, des collectifs, ce qui vous permet de vivre pleinement votre métier. Mais voilà, tout en étant conscient qu'effectivement, à un moment, il faut vivre. Hein. Donc, c'est le savant équilibre. Mais franchement, c'est là aussi qu'on apprend et qu'on fait des rencontres. Ensuite, il y a un deuxième volet pour les enjeux de demain. C'est la dimension énergie. On parle beaucoup d'énergie. Bon, c'était l'environnement il y a quelques années. Mais l'énergie associée à l'architecture. Alors sans tomber dans les modes du tout voiture dans les années 70 et puis le tout environnement, puis les écoquartiers, on voit bien qu'on en revient. Mais je parle d'énergie, c'est toujours avoir dans l'idée d'aménager ou de construire avec du bon sens et de la sobriété. Ça, je pense que ça a de l'avenir à coup sûr. Et je vous invite vraiment à partir dans cette voie-là. Ensuite, le rural aussi. Je pense que certes, en ville, sur l'agglo, il y a de nombreux architectes, d'autant plus parce qu'il y a une école, donc ça crée beaucoup de concurrence. Et là encore, le rural a besoin de vous. Il y a des spécificités, et puis je pense que l'agglo ne peut pas fonctionner sans ce rural, et qu'on peut contrecarrer le phénomène des stars architectes, dont on nous parle souvent sur l'agglo, justement en travaillant dans le rural sur l'aménagement économe, la construction économe. Et les archis en rural, ils ne vivent pas si mal que ça. Voilà. Et ils sont moins connus, évidemment, ils ne sont pas dans les revues. Mais franchement, c'est enrichissant. C'est une autre manière d'exercer encore, je pense. Alors, je suis pas censée parler d'archi-conseil, mais c'est tellement lié parce que l'archi-conseil du CAUE intervient à 90% dans le rural. Donc, on côtoie ces gens-là. Voilà. Et puis, un dernier créneau aussi, ce sont les communautés de communes. Les communautés de communes, c'est la nouvelle échelle de gouvernance. Voilà. On transfère de plus en plus de compétences. Puis, du coup, elles ont des moyens. Donc, elles recrutent. Elles vont recruter en interne des chargés de mission, pourquoi pas des architectes, etc. Donc, nous, on est en train d'anticiper aussi ce travail avec eux. Mais quand les archis cherchent du travail et voilà, me contactent, je leur parle toujours de cette voie-là. Parce que je pense qu'il y a un réel avenir pour aller au-delà de la politique des clochers, chacun sa mairie, chacun son équipement, alors qu'on peut mutualiser beaucoup. Voilà. Donc, je réponds aussi à une autre petite question qu'on m'a posée. Et la place des femmes dans tout ça. Bon, alors, les archi-conseils du CAUE. Je vous ai mis un petit schéma. Il y avait des photos là sous les petits sigles. On a juste mis du rose et du bleu. Donc, c'est pour vous dire que sur notre effectif total, bon, on va dire qu'on est même un peu plus féminin.
Par contre, parmi les archi-conseillers, c'est encore très masculin. Alors, ça bouge, mais c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y a encore un long temps avant que ce soit équilibré. Alors nous, on ne recherche pas la parité, je ne pense pas à ça. Moi, quand je rencontre des gens, c'est voilà, les compétences, le bon feeling, voilà. Et en termes de rémunération, au CAUE, on a une grille, tout simplement, une grille comme chez les architectes, dans la convention collective. Donc un architecte démarre à 2800 bruts et on est autour de 3000 euros bruts après 5 ans d'expérience. Bon, c'est pour vous donner une idée, donc on n'est pas trop mal payé quand on voit ce qu'on est payé en agence. Donc je ne veux pas faire de la pub, mais bon. Voilà, non, c'est pour vous dire qu'on est dans des structures. Moi, j'estime avoir beaucoup de chance de travailler là où je suis. C'était pas prévu, mais plus les jours passent et plus je me dis quelle chance de pouvoir exercer ce métier de cette façon-là. Je rappelle que le salaire médian des architectes en libéral est de salaire médian, donc ça veut dire que la moitié de la population gagne moins et la moitié de la population gagne plus. C'est pas un salaire moyen. Le salaire médian, il est à 2400 € net. Le moyen, il est à peine au-dessus, mais ce chiffre est faussé parce qu'il y a des salaires d'agences extrêmement élevés et d'autres extrêmement bas. Donc le salaire moyen dans des populations comme ça, avec de grands écarts, est moins significatif que le salaire médian. Bon voilà, c'était les deux petites questions en plus. Au cas où vous me posiez la question, j'ai la réponse. Voilà, alors ensuite, je ne vous les montre pas là, je vous invite à aller sur le site de la Fédération des CAUE, fncaue.com, ou sur YouTube, la chaîne YouTube de la FNCAUE, parce qu'on vient de mettre en ligne des petits clips vidéo sur, justement par public, donc les particuliers, les élus, et on leur explique encore mieux que ce que j'ai fait, ce que fait un CAUE. Voilà, si vous avez envie d'approfondir sur ce métier-là, je vous invite à y aller. Voilà, puis à venir sur notre site CAUE Gironde. Merci Élodie. On peut applaudir notre conférencière. Moi, j'ai pas une question, mais juste une précision. On a beaucoup parlé de compétences aujourd'hui, avec deux sens différents. Les compétences professionnelles qu'on attend des architectes, etc., et les compétences des collectivités territoriales notamment, jusqu'à même les compétences de l'État, qui sont des compétences réglementaires inscrites dans les lois. Donc voilà, quand on vous dit que l'intercommunalité, elle prend de plus en plus de compétences, c'est pas seulement qu'elle prend des compétences métiers, ça c'est vrai, puisqu'elle va devoir... mais elle prend des responsabilités légales, des champs de responsabilité de politique publique légale, comme l'aménagement, comme l'urbanisme, l'environnement, voilà. Et puis d'autres sont laissés au niveau des communes. L'État en délègue de plus en plus, certaines montent au niveau de la région, etc., etc. Donc, faites pas l'amalgame entre la compétence en termes de responsabilité, notamment d'une collectivité territoriale, et puis la compétence métier, qui est un mot qu'on pratique plus ici dans les écoles. C'est vrai, bien vu la petite nuance. Ça n'a rien à voir, effectivement. Je vous donne le micro, l'équipe question. C'est pas moi. La première question, ça va plutôt être concernant les permanences. C'est vrai qu'on a entendu parler du CAUE, mais que depuis très peu de temps. Et on se demandait par rapport au grand public comment elles étaient énoncées, combien il y en avait, combien de participants pendant ces permanences, et comment elles étaient accessibles du coup au grand public. Ok, alors sur ce petit flyer avec les bulles de couleur, vous pourrez vous servir en partant. On explique justement pourquoi venir, quand venir, etc. Donc ça répond à une partie de vos questions. Donc les 63 permanences fonctionnent de la même façon. Donc elles ont lieu tous les mois dans les mairies, principalement, parfois dans un bâtiment à côté de la mairie. Donc sur rendez-vous, en général, on reçoit entre une demi-heure et 45 minutes la personne individuellement. Donc on rencontre un architecte.
Quand les gens ont la possibilité de venir au siège à Bordeaux, on va ouvrir des permanences thématiques, donc archi, paysage, juridique, où là, on peut éventuellement imaginer un conseil à 2 voix s'il y a un besoin des deux compétences. En général, on demande aux gens d'apporter le maximum de documents, photos, plans, idées, enfin tout dépend de la question. De consulter auparavant notre site internet où on a de nombreuses fiches pratiques qui répondent déjà souvent aux 3/4 des questions. Hein, ça va être soit sur du réglementaire, soit sur comment isoler sa maison, ça peut être sur l'aménagement de jardin, enfin voilà, c'est toutes les questions qui touchent le particulier. Voilà, ou comment fonctionne un PLU, etc. Voilà. Est-ce que j'ai oublié une partie de la question ? Alors, par an, on dispense 3000 conseils. 3000 conseils, donc on se dit, bon, c'est bien, mais c'est finalement par rapport au nombre de permis de construire, je ne l'ai plus en tête, mais bon, c'est rien. Et donc, c'est grâce aux communes qu'on est connu. Donc, c'est là qu'il faut qu'on soit encore plus actif, c'est que les communes relaient bien, parce qu'on ne fait pas de pub. On ne fait pas de pub, donc c'est soit par des spots, soit la radio, soit par une affiche à l'entrée de la mairie. D'accord, ok. Et on a une question aussi par rapport au lien que vous avez avec bon nombre de collaborateurs. Est-ce que vous travaillez avec l'AURBA, la DGA, et est-ce que vous avez au sein de la DGA du coup un droit de regard sur les permis qui sont déposés ? La DGA. La direction de l'aménagement de Bordeaux, oui, métropole. D'accord. Alors, l'AURBA, effectivement, il y a de nombreux partenaires de l'ingénierie en général. Donc, l'AURBA, on avait une étiquette qu'on essaye de dépasser, c'était le CAUE à la campagne et l'AURBA en ville. Quand je suis arrivée, on m'a dit, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas la peine de batailler. Bon, non, c'est pas vraiment tout à fait comme ça. Donc on se rencontre régulièrement sur des dossiers, des sujets qu'on accompagne. On essaie de, par exemple, nous on avait travaillé sur la division des parcelles à tout va. On les a rencontrés, ça les intéressait puisqu'ils travaillaient sur le périurbain, par exemple. Voilà. Donc ce sont plus des échanges complémentaires. C'est rare qu'on intervienne ensemble parce que il y a un moment donné, s'il y en a un, je veux dire, c'est pas la peine que tout le monde soit là. Mais voilà, on entretient des liens d'échange. Voilà, notre président du CAUE, parce que je vous ai pas dit, mais effectivement, on est 30 et au-dessus, donc il y a un président qui est un élu, voilà, qui siège au conseil d'administration de l'agence d'urbanisme, par exemple, okay. Et l'agence d'urbanisme est dans notre conseil d'administration. Okay. Pour Bordeaux Métropole. Alors, on travaillait beaucoup avec la DGA Bordeaux, ville, et maintenant avec Bordeaux Métropole. Par exemple, je siège au club UNESCO depuis 4-5 ans. On travaille avec les archi-conseils de Bordeaux Métropole. Alors, on n'a pas le même rôle, parce que nous, on est consultatif. Eux vont être vraiment préalables à l'instruction. Donc on n'a pas la même force de frappe, mais on essaye d'harmoniser nos pratiques. C'est pas évident, parce qu'un archi, c'est aussi une personnalité, c'est une vision, et même au sein du CAUE, on n'est pas toujours tous d'accord. Donc on fait des réunions pour débattre parfois de sujets où on sent qu'il y a divergence de vues. Ok, ça marche. Vous dites en fait que les élus sont donc sensibles aux dégradations paysagères, mais ils continuent donc à chaque révision de PLU d'ouvrir de nouvelles zones agricoles à l'urbanisation, alors que le nombre de bâtiments vacants ne cesse d'augmenter en centre-ville. Et donc, qu'est-ce qui, selon vous, bloque la reconcentration de l'urbanisation autour des centres-bourgs ? Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus depuis 3-4 ans. Tout simplement, c'est souvent une méconnaissance de leur propre patrimoine. C'est-à-dire que c'est le mauvais réflexe. C'est par habitude, allez, on ouvre.
on a des nouveaux habitants. Ah ben oui, il faut anticiper, il faut ouvrir. On a travaillé avec 4 communes, on a fait une expérimentation. 4 communes de Gironde, donc Bazas, Capsieux, Blaye et Créon, pardon. Donc des morphologies assez différentes, des tailles différentes. Et en fait, on a fait avec eux, on a recensé tout le patrimoine, alors vacant, mais ou en mauvais état, ou qui pourrait être utilisé, ou une dent creuse, on appelle les dents creuses les parcelles restantes en centre-bourg. Et à la fin, on vient leur présenter, alors on fait des catégories, on les identifie, etc. On leur présente et on leur dit, voilà, à Capsieux, il y avait l'équivalent de 10 terrains de foot, 10 terrains de foot de parcelles mobilisables. Alors, plus ou moins vite. Évidemment, elles ne sont pas toutes propriétés de la commune. Mais les yeux des élus, quand ils ne nous ont pas cru. Voilà, donc on leur a expliqué. Et on se rend compte que c'est souvent une méconnaissance de leurs propres ressources. Voilà. Et puis, je le dis, une habitude avant de s'étendre. C'est quand même assez français dans les décennies précédentes. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, puisque de plus en plus de PLU ferment l'urbanisation. Ils prennent des décisions assez radicales, qui leur coûtent parfois les élections, mais où on dit, vous le savez bien sur l'agglo, on construit sur les fameux 50% nature et 50% de zones urbanisées. Ce sont des vrais choix. Mais on est là justement pour aller dans ce sens-là. Mais pas non plus dans l'extrême de on construit partout n'importe comment. Voilà. D'accord, merci. Oui, j'en ai d'autres. Il y a quelques lois qui sont apparues dernièrement concernant d'abord la participation de l'architecte sur la création des lotissements et sur la suppression du concours d'architecture dans les programmes HLM. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, j'allais dire, c'est un peu tôt. En fait, on sait, on a expliqué, notamment pour les lotissements, je ne vois pas encore beaucoup la profession s'emparer de cette possibilité. Qui peut paraître... Alors, déjà, moi, cette mesure me posait question parce que, effectivement, l'architecte a été choisi comme le professionnel pouvant intervenir sur les lotissements, alors que, pour moi, fondamentalement, c'est un paysagiste qu'il aurait fallu associer, parce qu'on est quand même dans une notion de paysage avant tout. Pour l'instant, j'ai peu de retours, puisque voilà, c'est très récent. Voilà, donc c'est difficile de répondre à ces 2 questions. Je pense qu'il y a un atout sur le lotissement. Le fait évidemment, c'est dans une vision vertueuse. Maintenant, il faut que la profession se mobilise, et je trouve que c'est encore un petit peu timide ou un petit peu hésitant, quoi. Après, pour la suppression du concours, là, c'est un autre problème. Pourquoi il y aurait 2 poids 2 mesures? Moi, là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Voilà, c'est ma position personnelle. C'est intéressant. Vous avez vécu les 2 postes, à la fois l'architecte et l'architecte conseil, et vous avez aussi fait référence à la place de la femme dans tout ça. Est-ce que vous sauriez expliquer ce que c'est les différences qu'être une femme dans ces 2 types en termes de responsabilité, ou tout juste des 2 métiers qui sont complémentaires mais qui restent aussi différents dans la forme? Il n'y en a pas un plus facile que l'autre. Oui, j'imagine. En tant que femme, alors j'aime pas tomber dans les caricatures, mais j'ai vécu en tant que maître d'œuvre la place de la femme, et donc ça commence sur les chantiers. Voilà. Donc sur un chantier, il faut déjà, avant de mettre un pied sur le chantier, il faut faire plus de preuves qu'un homme. Bon, ça c'est une réalité. Maintenant, ça se dépasse. Il suffit pas de crier le plus fort. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'en expliquant et en montrant qu'on connaît son job et son sujet, il faut du temps. Voilà. Donc, je dirais que ce rapport aux entreprises et au monde très masculin du chantier, oui, je l'ai vécu, mais comme n'importe quelle femme, alors en espérant que ça évolue. Et ça, vous allez le retrouver de manière très différente
en archi, alors l'archi-conseiller, plus de chantier. On se dit, bon, super, on s'ouvre à de nombreux partenaires, de nombreuses rencontres, mais le monde des élus, dans le genre macho, c'est pas mal. Hein. C'est même parfois pire. Et là, je vous avoue que, voilà, récemment encore, je rencontrais un nombre de maires assez important. On peut avoir des surprises dans la vision. Alors, c'est pas spécialement de l'architecte femme. C'est la vision très masculine du monde de la décision. Voilà. Donc, une femme qui décide quelque chose ou qui aide à décider. Voilà, c'est... Alors, je ne veux surtout pas faire de généralité parce que je pense que pour une femme, archi-conseiller pour une femme, il y a un formidable atout. Et je pense notamment avec les enfants, c'est que ça passe vraiment bien. Alors voilà, là encore, vous allez dire, ouais, c'est facile, on fait des raccourcis, mais c'est vrai. Il y a une espèce de communication naturelle, de sensibilité qui fonctionne bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'hommes qui interviennent, hein, mais on les sent en tout cas très naturellement impliqués. Donc dans les, j'allais dire deux métiers, mais ce rapport, la place de la femme rencontre deux difficultés très différentes. Mais il peut avoir des facilités avec mais certains aussi, publics. Mais voilà. Et je me suis jamais non plus sentie en difficulté en me disant, oh là là, c'est parce que je suis une femme que ça marche pas. Enfin, alors là, jamais ça m'a traversé l'esprit, quoi. Je fais le constat, je prends du recul. Voilà, il faut savoir... je pense qu'il faut savoir prendre les choses avec humour, c'est la meilleure arme. Oui, c'est vrai. C'est marrant, c'est notre technique. Je voulais savoir, est-ce que vous intervenez après, comment dire, une fois, pendant que le projet était en cours, au moment où le chantier était en cours, et une fois que le projet est livré, est-ce que vous intervenez à ce moment-là aussi, puisque vous parliez de responsabilité par rapport à l'usage? Alors, pour les particuliers ou pour les communes? La question, pour les deux? Oui. Alors pour les particuliers, c'est très rare. Enfin, on n'a pas vocation. En général, on les encourage à prendre un architecte. Donc nous, ce qui est important, c'est de s'assurer de la prise de relais. Voilà. On se déplace très rarement chez l'habitant pour des raisons pratiques. Donc j'allais dire, c'est vraiment très très à la marge. Pour les collectivités, si elles nous le demandent, on peut suivre, mais là encore, s'il y a un professionnel, un architecte, on ne va pas être décisionnaire. On est là, plus en conseil, voir si tout est fidèle au programme. Mais ça reste vraiment... c'est pas le cœur de métier du CAUE, pas du tout. Parce qu'on veut vraiment respecter la place de chaque professionnel. Voilà. Mais ça n'est pas interdit, en tout cas. Ok. Alors moi j'aurais une question parce que vous avez parlé du lien entre les particuliers jusqu'au CAUE, mais est-ce que vous avez du lien entre les architectes et le CAUE dans le sens où est-ce qu'un architecte peut venir chercher des informations, vous qui avez une grande pratique du terrain, peut-être plus des gens, savoir des retours de la part du public, comment l'architecte peut venir s'informer chez vous? Ah oui, bien sûr, il est tout à fait le bienvenu. Alors je disais, des fois il vient en permanence avec son client, si c'est sur un projet particulier, mais il peut venir à notre rencontre soit au siège à Bordeaux, soit dans le cadre des permanences. On en rencontre finalement assez souvent. Et même certains viennent assister à nos formations. Quand on propose des formations aux élus, c'est toujours ouvert aux professionnels. Et ça permet souvent des échanges très intéressants parce qu'on a des attentes différentes. Un professionnel qui parle à un élu, c'est toujours bien d'avoir le point de vue. Donc, pour répondre concrètement, oui. Oui. Au contraire, on est demandeur de vous rencontrer. Oui. Moi, j'aurais voulu savoir, votre rôle auprès des particuliers dans les permanences se rapproche un peu de celui qu'on peut rencontrer quand on va voir les STAP, par exemple, les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine. Est-ce qu'il est envisagé
d'essayer de se regrouper par moment, parce que c'est le même rôle de conseil au final, alors pour les STAPS dans les secteurs protégés, mais ça intervient un peu dans le même esprit. Très bonne question. D'ailleurs, on y a travaillé, d'ailleurs, du temps où Delphine était ABF. Oui, c'est une très bonne question. En fait, oui, nous faisons du conseil, mais dans un cas, il est prescriptif, donc l'architecte des bâtiments de France, et nous, il est consultatif. Donc, il faut tout de suite se remettre en perspective avec cette donnée-là, parce que parfois, c'est frustrant pour un archi-conseil du CAUE. On donne un conseil, on s'investit, on y met toute notre énergie, et puis l'élu ou l'habitant, voilà. Enfin, même souvent l'élu peut ne pas en tenir compte. Donc déjà, on n'a pas la même force de frappe. Après, on essaye de travailler ensemble de plus en plus, parce que même s'il y a des secteurs effectivement protégés, patrimoine remarquable, ça ne veut pas dire que les ABF sont là et nous à côté et on ne se parle pas. Parce que parfois les ABF nous interpellent, nous disent attention, je vois, j'ai besoin d'aide aussi sur ce dossier-là, d'où la partie aussi parfois médiation. Alors il ne faut pas non plus que ça devienne le CAUE médiateur, enfin c'est pas l'objectif, mais par contre d'avoir un avis complémentaire, ça peut aider à débloquer une situation. Donc on a essayé de travailler ensemble. Le ministère de la Culture nous avait demandé d'expérimenter. Donc on a tenté des permanences communes. Enfin, c'était pas évident parce que problème de disponibilité. Mais d'ailleurs les ABF viennent tous nous rencontrer le 23 avril, toute l'équipe du CAUE, parce que l'équipe a changé. Donc régulièrement on se rencontre pour voir comment on intervient quand on a un problème. Un coup de fil, enfin vraiment c'est le côté très débrouille et efficace, quoi. Donc il n'y a pas du tout d'opposition, mais par contre on est très conscient de la différence de notre rôle. Voilà. On peut nous donner un avis dans un secteur protégé, mais on est toujours très attentif à respecter un règlement, mais toujours être en phase avec l'ABF. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une commune ou un particulier que d'entendre 2 sons de cloche et de dire ouais d'accord, attendez, vous me dites ça. Oui, mais l'archi du CAUE, il n'est pas d'accord. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Et ça arrive. Ça arrive, hein. Voilà, d'où je disais les personnalités. Moi, je dirige 30 personnes. Je peux vous dire que c'est 30 égaux. Hein, je le répète. On est, voilà, vous savez ce que vous êtes. Vous avez choisi vos études. C'est des personnalités, des engagements, des points de vue. Par exemple. Un temps donné, on voyait des toitures noires partout, les tuiles noires. Donc, comment on se positionne par rapport à ça? Bon, ça, c'est pas le cas le plus compliqué, hein, mais on a assez vite trouvé une réponse. Mais la question qu'on s'est posée, par exemple, dernièrement, en réunion, c'est on nous demande des avis sur des projets d'équipement public, par exemple. Pour le département, ils nous disent voilà, donnez-nous notre avis sur ce projet. En fonction, on donne ou pas une subvention. C'est difficile de juger un confrère. Voilà, de juger un projet d'architecte, un confrère. Donc on s'est posé la question en réunion et on va le réaborder parce qu'on n'était pas tous d'accord sur le positionnement à avoir. Voilà. Ça, c'est des questions de fond. Mais comme pour les ABF, hein, c'est comment on fait avec ces confrères, mais qui ont un autre rôle. Pour prolonger... Et je repasserai le micro, mais pour prolonger, est-ce que les CAUE et en Gironde, vous savez estimer votre taux de satisfaction? Je rebondis sur ce que tu as dit en disant on est frustré, parfois un conseil, on ne voit pas le résultat directement. Et tu as enchaîné en disant que par contre, quand c'est prescriptif, comme les avis de l'architecte des bâtiments de France, y a une forme d'obligation. Voilà. Pour dédramatiser, moi, dans mon ancien métier, j'avais estimé à 3% d'efficacité de mes avis. Dans 3% des cas, ils étaient suivis tels que j'avais pris le temps de discuter en faisant mon conseil architectural. À la fin, quand je repassais dans mes tournées, c'était pas du tout ce que j'avais, ou pas bien, ou pas tout à fait, et puis on avait une espèce de frustration. Donc, est-ce que vous avez un taux de satisfaction comme ça? Alors, je pense qu'il va être taux de satisfaction, mais... Voilà, alors, vérifier, quantifier, non, parce qu'il est très dur, d'autant plus quand on ne prescrit pas, hein. En ressenti, moi je suis très surprise de ce que tu dis, oui, parce que nous, je pense qu'en ressenti, on pense qu'on en a plus.
Peut-être qu'on se trompe complètement. Moi aussi, je pensais, hein, sincèrement. Mais en fait, ouais, c'est une très bonne question. Donc, difficile d'y répondre en chiffres. Non, moi, je pense qu'il y a une espèce il y a plus de satisfaction parce que qu'on perçoit en tout cas, parce qu'en fait, c'est plus par rapport aux élus. On voit bien si ça déclenche ou pas derrière. Les habitants, c'est beaucoup plus compliqué. Les particuliers partent dans la nature. Hein. Mais nous, les vrais thermomètres, c'est les adhésions des communes. Hein. Le CAUE, bon, pour vous dire, il y a 538 communes en Gironde. On a 300, j'ai dit combien ce matin, 330. Bon, pour nous, c'est le vrai baromètre. Hein. Donc, c'est aussi un taux de satisfaction qu'on vérifie tous les ans. On est ultra attentif. Donc, on s'est rapproché à un moment de l'Union des maisons françaises. Alors, il y a plusieurs syndicats de constructeurs, mais eux sont venus vers nous. Et je pense qu'on va renouveler l'expérience avec d'autres. On a fait une formation spécifique pour eux sur la qualité architecturale. C'est une formation qui s'appelle « Si la maison invitait l'architecture » et où on aborde ce que c'est que les identités locales, les éléments de la maison, ce qu'il est important de respecter, l'intégration architecturale et paysagère. Et ce sont des modules de 15 à 20 personnes et on travaille sur des cas concrets. Donc, on touche peu, mais on essaie de faire bien en profondeur. Et ça, on voudrait aussi le faire avec les géomètres. Voilà, tous les gens qui sont amenés à et construire. justement pour les architectes qui sortent de l'école comme nous dans pas longtemps, est-ce qu'il existe des formations qui permettent de pouvoir donner des conseils et d'intégrer aussi le CAUE? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le DIE de médiation. Voilà, je vous invite si vous avez l'occasion, parce que pour avoir participé suivi son élaboration, et on y est intégré d'ailleurs, en tant que structure accueillante en stage. On a préféré se positionner comme ça. Vous avez des parties magistrales, des cours, etc. Donc, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Je crois qu'il y a un autre diplôme, mais qui est plutôt sur Paris. Alors, Grenoble, voilà. C'est sûr, bienvenue. Ou alors, il y a aussi les diplômes de médiateur culturel. Voilà, moi j'ai recruté, c'est d'ailleurs la personne qui a imaginé le label Curiosité. Elle est rentrée il y a 4 ans chez nous et c'est elle qui a aussi dépoussiéré en disant attendez, il faut qu'on s'adresse autrement au grand public. Hein. Voilà, donc ça, ce sont des formations plus courtes mais qui donnent un vrai coup de pouce. Voilà, et ça fait beaucoup de différence, soit l'expérience, soit en tout cas ces diplômes. Ces professions ces formations? Alors, le DIE, je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, pour la médiation, non, puisque c'est post-bac. Post-bac, alors, j'ai vu, ce sont des licences. J'ai vu passer des licences de médiation. Bon, c'est 3 ans. Mais le DIE, c'est pas mal parce que vous touchez directement à des structures qui pratiquent le conseil, la sensibilisation, la médiation. Ouais. Il n'y a pas d'école du CAUE, mais on y réfléchit au sein du réseau, figurez-vous. On y réfléchit. C'est pas encore mûr, mais je sais qu'il y a des projets dans les cartons. Ouais. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que on n'est pas rentré dans le détail de comment on est architecte conseil, est-ce qu'on peut l'être à temps plein, ou tu as parlé de différents degrés d'activité. Il faut déjà être architecte. Et puis, tu parlais de recrutement. Il y a une expérience un peu nécessaire de la maîtrise d'œuvre, mais tu as recruté un diplômé de l'école. Je crois qu'il est diplômé de l'école, il a passé son PFE en 2013. Oui. Donc concrètement, on recrute soit, dans ce cas présent, c'était un plein temps, et on voulait un archi avec une compétence énergie. Donc ça resserrait énormément Quand je dis compétence énergie, on a recruté un architecte ingénieur qui avait donc cette double formation, qui sortait donc de l'école, qui avait commencé par ingé et qui a fini par archi, puisque au milieu de son parcours, il s'est rendu compte que il adorait la photo et la création.
Donc ça, on est sur du plein temps parce qu'on a développé complètement la mission. Le E de CAUE, c'est pas que environnement, c'est énergie aussi. Et à côté de ça, on a aussi des temps partiels chez nous. Donc sur les 5 dernières années, j'ai recruté des mi-temps. Alors avant, on avait des tout petits temps, 1 jour par semaine, et le reste du temps, l'architecte est dans son agence, en activité libérale ou enseignant, enfin voilà. Et franchement, c'est très difficile à gérer, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont être hyper actifs sur leur permanence, mais qu'on voit rarement avec nous, alors que la force du CAUE, c'est quand même de discuter sur des projets, d'intervenir à plusieurs. Donc ça, j'ai mis fin à ces tout petits temps, qui étaient vraiment difficiles à gérer, pour ces mi-temps. Voilà, mais c'est important d'avoir des gens qui ont les pieds, j'allais dire, sur le terrain, sur les chantiers, la réglementation, les coûts. Quand on conseille, il faut savoir aussi donner parfois une idée des ratios mètres carrés, voilà, connaître des techniques. Donc on a vraiment ces deux profils. Par exemple, le CAUE 47 Lot-et-Garonne n'a que des temps partiels. C'est sa politique depuis des années. Donc c'est très difficile, rock'n'roll en termes de gestion, mais ils s'y tiennent. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir suffisamment de conseillers pour se permettre d'avoir quelques temps pleins. Mais ce n'est pas du tout la majorité. Sur les 12 archis, je n'ai que 2 temps pleins. Tous les autres exercent à côté ou notre activité. Donc on est d'accord, le salaire que tu as mentionné, c'est un temps plein. Évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben ah, si, une dernière. Je cours. Vous êtes d'abord du conseil, mais est-ce que enfin, les gens viennent vous chercher pour du conseil, mais est-ce que l'inverse se fait? Est-ce que vous communiquez le fait que vous êtes conseiller? Enfin, est-ce que, par exemple, auprès des populations rurales, qui vous disiez 90% des gens qui viennent vous voir sont des zones rurales, est-ce que cela, à part les communes, comme vous avez dit, qui peuvent... Comment les toucher? Oui, voilà. Oui. Ah ben c'est notre gros point d'interrogation et tous les CAUE se heurtent à ça. C'est que comme on ne peut pas, je vous dis, à part la radio ou des actions, arriver à se faire connaître, des fois c'est être sur France 3 Aquitaine, TV7, enfin voilà. Hormis ça, si les communes ne font pas le relais, voilà, c'est difficile. À l'époque, quand on a été créé, ce qui était vachement bien, c'est que sur les formulaires CERFA de permis de construire, vous savez, à la fin, il était indiqué... Vous pouvez le CAUE était indiqué comme possibilité. Voilà, vous pouvez recourir au CAUE, donc forcément, on avait une force de frappe qui n'a rien à voir. Et alors pourquoi ça a disparu? Ça fait bien longtemps. Je ne saurais pas répondre. Alors, je pense avoir un élément de réponse, c'est qu'au départ, les créateurs de la loi avaient imaginé que le CAUE pourrait voir tous les projets qui sortaient. Or, c'est totalement irréaliste. On a fait d'ailleurs la simulation quand on a fait notre partenariat avec les ABF en disant voilà, il y a tant de permis qui sortent, combien on voit nous de projets dans tout ça, combien eux en voient, et on n'a pas la force de frappe. On n'a pas la force de frappe. Donc oui, c'est frustrant par moment, hein, mais voilà, on fait avec nos moyens qui sont déjà pas mal. Plutôt bon. Bon, c'est bon. Bon, bah merci. Merci encore, merci Élodie Bouillon. Merci de vos questions.